Est-ce que vous avez toujours des doutes que la dette est vraiment mauvaise pour vous? OK, je ne sais pas si c'est le premier épisode que vous écoutez de mon podcast, mais si vous êtes familier avec le podcast, ça ne sera pas la première fois que vous allez entendre parler de dette et à quel point que c'est mauvais pour vous. On fait l'épisode 2 de la série en 9 épisodes sur le chemin simple vers la richesse. OK? On va expliquer en détail encore aujourd'hui comment il faut commencer par éliminer les dettes. C'est un des premiers pas sur le chemin vers la richesse qu'on doit entreprendre, le chemin simple vers la richesse. Voilà dont il va être question aujourd'hui. Restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors oui, épisode 2 de ma série en 9 épisodes sur le chemin simple vers la richesse. Donc je vous rappelle, c'est un livre de l'auteur J.L. Collins, un livre en anglais qui s'intitule The Simple Path to Wealth. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Au dernier épisode de la semaine passée, j'ai fait donc le premier de la série de 9 épisodes sur ce livre-là. Le chemin simple vers la richesse. Puis en passant, là, la semaine passée, je disais un chemin simple vers la richesse, mais je me suis rendu compte que le titre du livre, c'est vraiment le chemin simple. Okay? C'est pas juste un chemin simple parmi tant d'autres. Tu sais, oui, il y a plusieurs chemins pour se rendre vers la richesse, mais celui ici décrit dans le livre, c'est vraiment le chemin simple pour moi vers la richesse parce que c'est pas juste lui qui énonce un chemin très particulier là, pour se rendre vers la richesse. C'est vraiment des concepts intemporels de finances personnelles qui sont énoncés dans ce livre-là. C'est pas pour rien, moi, que le contenu de ce livre-là a vraiment résonné fort lorsque je l'ai écouté. Puis, en plus qu'en écoutant le livre audio de ce livre-là, c'est l'auteur lui-même qui a une très belle voix là, en passant, puis qui s'écoute très, très bien en audio pour ceux que ça intéresse, puis qui veulent l'écouter en anglais avec la vraie voix de l'auteur. C'est pas pour rien que les concepts de ce livre-là ont résonné avec moi. C'est des concepts intemporels que j'avais déjà entendus ailleurs. Puis, c'est des concepts, évidemment, que dans la dernière série que j'ai fait sur se libérer d'être fauché, l'univers Dave Ramsey. On parle un petit peu de la même chose, on parle des mêmes concepts, mais on le dit différemment, dit d'un autre auteur, OK? Puis, parfois, ça va être des angles qui vont nous toucher davantage. Dans le chemin simple vers la richesse, on va parler plus d'investissement. On va voir ça surtout dans les prochains épisodes là, de la série. Là, on est au 2e épisode d'une série de 9. Donc, on revient encore sur les principes de base, là, la philosophie dans son livre. Puis, évidemment, une des premières étapes, si on veut cheminer vers la richesse, c'est d'éviter les dettes. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Okay, j'enchaîne avec le contenu du chapitre. Okay? On va y aller comme ça. J'ai fait un résumé ici. Premièrement, l'auteur commence avec une expérience personnelle marquante. Okay? Il parle de la première carte de crédit qu'il a eue. Puis, il n'était pas trop au courant, les finances personnelles. Peut-être que ça vous est arrivé, vous aussi, lorsque vous avez eu votre première carte de crédit. L'auteur raconte qu'il a fait une dépense de 300 $, puis qu'il a ensuite reçu son relevé de compte, puis il voyait au bas qu'il ne devait payer que 10 $. Puis là, il s'est dit « Wow! J'ai dépensé, j'ai obtenu pour 300 $ de biens de ce que j'ai acheté. » Et je n'ai que 10 $ à payer dans le mois. C'est donc fantastique. Et puis, là, tout de suite, la personne avec qui il était lui a dit, oui, mais là, fais attention, regarde dans les petits caractères là, de ton relevé.
ce qui arrive, c'est que le solde, donc le 290 de plus, il va y avoir un intérêt de 18 qui va être chargé sur la balance, donc que tu ne rembourseras pas sur ta carte de crédit. Donc, il est là, le piège. Fait que là, l'auteur dans le livre nous dit, ben là, coudonc, est-ce qu'il pense que je suis stupide, que je vais comme pas payer ma carte de crédit, puis laisser ça à 18 d'intérêt? Franchement, je ne ferai jamais ça. Qui fait ça? Puis là, il dit, est-ce que les institutions financières pensent qu'on est stupide? T'sais? Ben, les institutions financières ne nous prennent pas pour des gens stupides, mais en bout de ligne, elles espèrent que tu agiras de façon stupide en justement ne pas payer ta carte de crédit au complet. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège et ne vont pas réussir à nécessairement payer leur carte de crédit au complet à chaque mois et vont finir par payer ce fameux haut taux d'intérêt-là sur leur carte de crédit. Ensuite, l'auteur souligne que la dette, c'est devenu accepté socialement. C'est même encouragé par le système. Okay? C'est pas pour rien qu'on tombe dans le piège, c'est que c'est normalisé. Okay? C'est un piège collectif. On parle de voitures financées, on parle d'études financées, on parle de maisons financées. Okay? Puis tout ça est devenu très, très normal. Si vous dites à votre voisin ou en tout cas à quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez pas de paiement de voiture, ça se peut qu'on vous regarde d'une façon étrange. Ben non, tout le monde a un paiement de voiture. Voyons, comment ça se fait que toi, tu n'as pas de paiement de voiture? Même chose peut-être lorsqu'on est étudiant, puis tous les étudiants vont prendre des prêts étudiants pour étudier, mais aussi peut-être en profiter un peu pendant qu'ils ont tous les études pour faire d'autres choses. On ne regardera pas trop à la dépense en se disant que ben, lorsqu'on va commencer à travailler, ça ne sera pas trop compliqué de rembourser ça, malgré le fait qu'on est nouveau, on n'a jamais travaillé encore, on ne connaît pas bien la valeur de l'argent. On ne sait peut-être pas à ce moment-là, lorsqu'on est aux études, que ça va être difficile de rembourser cette dette-là. En bout de ligne, l'argent gagné, on travaille fort pour la gagner, puis il y a l'impôt ensuite, puis tout coûte cher, puis on s'en rend pas compte peut-être au moment qu'on est étudiant que l'argent qu'on est en train de dépenser, ça va être quand même assez long pour le rembourser. Puis la maison, ben c'est la même chose. C'est normalisé, tout le monde le fait. On va aller voir son courtier hypothécaire, puis on va voir pour combien qu'on peut emprunter. Puis peut-être que le montant maximum, ben c'est vers ça qu'on va être tenté d'aller pour justement regarder quelle maison qu'on peut se permettre. Puis évidemment, moi, j'aime ça souligner l'idée qu'on veut aller vers la plus petite maison, aller vers un condo, aller vers ce qui fait du sens pour nous et non aller au maximum nécessairement. Puis en général, les clients qui m'appellent, là, ça, je suis assez content, je suis assez fier. C'est souvent dans cette optique-là qu'on va prendre une hypothèque ensemble. Mais ici, si on revient au livre, l'auteur là, nous dit que le résultat de la normalisation de la dette, c'est qu'il y a des trillions en fait, de dollars en dette en Amérique, partout dans le monde. Une majorité de gens ne voient pas le problème. La dette est perçue comme un outil pour accéder à une bonne vie. Hein? C'est un peu ça le problème. On voit ça comme une façon justement normale d'accéder à ce qu'on mérite. Hein? On va utiliser la dette. T'sais, on voit qu'on n'a pas l'argent nécessairement pour acheter la super voiture qu'on veut, mais avec le paiement, ça fonctionne. Le problème avec tout ça qu'on va voir, c'est que la dette, c'est aussi un problème pour aller vers la richesse. Okay? Ça nous empêche d'aller vers la richesse. Troisièmement, la dette, c'est le principal obstacle à l'indépendance financière. Okay? L'auteur est très clair là-dessus. Si tu veux devenir libre financièrement, tu dois penser différemment à propos de la dette. Okay? Surtout, la dette n'a aucune place dans une stratégie de richesse. Okay? Donc, on est catégorique, là, l'auteur ici met ça au clair dès le départ. Oublie la dette là, dans ta stratégie de richesse, tu n'en as pas de besoin. Okay? Les conséquences réelles de la dette, il identifie plusieurs impacts majeurs. Okay? Les conséquences là, réelles de la dette, c'est que, lorsqu'on va l'utiliser, ça va diminuer notre niveau de vie. Donc, une partie de notre revenu sert à payer les intérêts
et puis on a moins d'argent disponible pour soi parce qu'une partie de notre revenu part sur quelque chose qu'on a déjà acheté, qu'on possède déjà puis qui est en train de perdre de la valeur. Ensuite, on doit en plus prendre une partie de notre revenu après impôt pour payer de l'intérêt. Ça, c'est un sacrilège. On veut se débarrasser de ces dépenses-là. Déjà que l'inflation fait augmenter le coût des choses, notre revenu, lui, augmente peut-être un petit peu avec l'inflation, mais parfois non. Donc, on veut mettre les chances de notre côté. Si on ne veut pas une diminution du niveau de vie, on va essayer d'éviter les dettes. La conséquence réelle de la dette, c'est aussi une perte de liberté. On devient dépendant de notre revenu, parce que là, on a une dépense. Dès qu'on a une dépense obligatoire à chaque mois, bien, on a une obligation aussi de générer le revenu pour payer cette dépense-là. Donc, le moins d'obligations qu'on a, de plus de liberté qu'on a. Les conséquences réelles de la dette, ici, c'est une perte de liberté, une difficulté à changer de direction. On a ensuite une autre conséquence qui est le stress et la pression mentale. Le stress sur notre couple, le stress sur notre vie au travail. Si on a toutes ces dettes-là, peut-être qu'on va en profiter pendant un petit bout, mais en bout de ligne, on doit toujours dépenser si on veut changer les idées. C'est un cercle vicieux. Ça, j'y arrive. Ensuite, l'impact émotionnel de la dette. Ici, l'auteur parle de honte, de culpabilité, de sentiment d'impuissance. On sent que les choses nous arrivent puis on ne peut pas rien faire. On manque de contrôle dans notre vie. Donc ça, c'est une des conséquences réelles de la dette. Ensuite, le fait que c'est un cercle vicieux. On dépense parce qu'on est stressé pour compenser, puis là, on va chercher plus de dépenses parce que plus de dépenses amène plus de dettes, amène plus de stress, et voilà, la roue tourne et on ne s'en sort pas. Ensuite, dernière conséquence ici mentionnée dans le livre, c'est un blocage mental. On évite, on procrastine, on ne veut pas regarder nos finances personnelles parce qu'on le sait que c'est pas beau. Donc là, on regarde ailleurs, on fait d'autres choses, on évite, on a un espoir irréaliste que tout ça va se régler tout seul dans le futur. On se dit, ça c'est un problème pour futur moi. Puis je suis mieux d'en profiter maintenant. On a juste une vie à vivre. Vous connaissez là, les phrases que les gens se disent pour justifier l'utilisation de la dette. Le message clé ici, c'est que la dette est autant un problème psychologique que financier. Maintenant, qu'est-ce que l'auteur propose de faire avec les dettes? C'est bien beau tout ça, là, mais moi j'en ai des dettes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il propose une approche simple. Comme le titre du livre, c'est Le chemin simple vers la richesse. Ici, l'auteur propose une approche simple. C'est l'approche de 1, faire la liste de toutes ses dettes. 2, éliminer toutes les dépenses non essentielles. On se serre la ceinture, on se fait un plan pour vraiment libérer notre revenu. Et ensuite, classer les dettes par taux d'intérêt. Ensuite, payer le minimum partout et attaquer une dette à la fois. Lui, il mentionne attaquer la dette avec le taux le plus élevé en premier. Puis après, ensuite, passer à la suivante. Donc, lui, c'est la méthode avalanche. Il y a 2 méthodes là, pour clairer nos dettes, attaquer nos dettes. Bon, premièrement, il faut se concentrer. On va mettre de côté notre investissement. Là, ici, il ne l'a pas mentionné, là, mais ça, j'en ai parlé souvent. Dave Ramsey aussi a son approche. Dave Ramsey, c'est beaucoup l'approche boule de neige. Lui, ici, il dit non, l'approche boule de neige, là, c'est pas nécessaire. On est mieux d'y aller vraiment de façon rationnelle et mathématique, puis de prendre la méthode avalanche. Les 2 méthodes, si on les exécute correctement, on va arriver là, sensiblement au même résultat. L'avantage de la méthode boule de neige, c'est-à-dire d'y aller avec la plus petite dette, c'est que psychologiquement, elle est plus facile. On a plus de chances de se rendre à la fin avec la méthode boule de neige. Lui, il dit non, il dit passe par-dessus ça, là, vas-y avec l'approche 100% rationnelle, rembourse ta dette qui a le plus haut taux d'intérêt en premier. C'est elle qui coûte le plus cher, puis ça va faire en sorte que tu vas arriver à ton but plus rapidement. Je ne suis pas en désaccord avec ça. Je préfère la méthode boule de neige. Ici, l'auteur propose la méthode avalanche. Que vous utilisiez une approche ou une autre, je pense que c'est une bonne idée. L'important, c'est de se rendre au bout. Point important, même si ce n'est pas optimal mathématiquement, se débarrasser complètement de la dette rapidement a une valeur énorme. C'est ça qui est le plus payant, c'est d'y aller rapidement. Se serrer la ceinture, faire pause sur les projets de voyage, les projets de manger au resto, les projets d'investissement. On met pause sur ça
pour vraiment se concentrer, lorsqu'on peut se concentrer là, sur une tâche à la fois, c'est là qu'on va y arriver. Puis se libérer de l'endettement, c'est une tâche qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Si on ne veut pas le faire, si on décide de le faire à peu près, OK, prendre la décision que je vais me libérer de l'endettement, mais je ne vais pas commencer à me priver, par exemple, là, pour le faire. Ben là, tu vas étirer ça pendant des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis là, finalement, tu l'oublies que tu es en train de faire ça, puis finalement, tu le fais pas, puis à un moment donné, l'opportunité arrive pour prendre un nouveau paiement, puis boum, tu te retrouves encore dans l'endettement, puis tu n'avances pas dans tes finances personnelles vers ton chemin simple vers la richesse. L'auteur, ensuite, parle de discipline. La discipline, encore une fois, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est rien de compliqué, faire tout ce qui est indiqué dans le livre, se libérer de l'endettement, c'est pas compliqué, mais la discipline, c'est difficile. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. OK? C'est pas un chemin facile vers la richesse. Ça existe pas, un chemin facile vers la richesse. C'est le chemin simple. OK? Mais c'est quand même difficile. L'auteur insiste. OK? Ce n'est pas compliqué, mais c'est très exigeant. Ça demande de réduire son train de vie, puis de rester constant pendant des mois et des années. OK? C'est ça qui est payant en finances personnelles. C'est d'être heureux avec un moins grand train de vie et puis de se contenter. Toujours ça ne nous empêche pas de rêver, là. Ça ne nous empêche pas de rêver à un futur où est-ce qu'on va pouvoir augmenter notre train de vie, mais de rester constant pendant plusieurs années, de se contenter d'un certain train de vie, un niveau raisonnable, c'est ce qui est payant en finances personnelles. C'est simple, mais difficile. Ensuite, le bénéfice là, caché d'avoir éliminé sa dette, c'est que, c'est ça, parce que là, on fait tout ça, on se libère de l'endettement, on se serre la ceinture. Ici, l'auteur dit, regarde, si tu fais cet exercice-là, tu vas avoir un bon bénéfice qui est caché, c'est que tu as développé pendant ce temps-là un faible niveau de dépense. Donc, pendant que tu te serres la ceinture puis que tu élimines ta dette, une fois que tu as passé cette étape-là, tu as déjà travaillé sur une certaine discipline. Si tu peux continuer un petit peu dans ce sens-là, ta discipline va t'aider ensuite à rediriger cet argent-là vers l'investissement. OK? Donc ça, c'est le bénéfice caché là, de faire l'exercice de se libérer de l'endettement. Avec Dave Ramsey, souvent, on dit, une fois là, qu'on s'est libéré de l'endettement, on peut respirer un peu. Là, on a le droit là, d'aller au resto une fois de temps en temps, puis on a le droit de donner un cadeau à ses enfants. Là, on a le droit de peut-être faire un voyage. Ou en tout cas, on ne va pas faire une vie de moine, de restriction, de manger des ramen pendant 5-10 ans là, parce qu'on veut être bon avec nos finances personnelles. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. Mais quand même, l'exercice là, de s'être sorti de l'endettement va nous avoir développé une certaine discipline. Puis là, ce que l'auteur nous dit, c'est qu'on peut rediriger cette discipline-là vers l'investissement par la suite, okay? Dans une certaine mesure. Le processus pour sortir de la dette est le même qui mène à la richesse. Donc ça, c'est le grand bénéfice là, de faire cet exercice-là, de sortir de la dette, c'est que la même discipline va nous aider ensuite pour l'investissement. Ensuite, l'auteur nous met en garde contre la bonne dette. Okay? On entend souvent ça, mauvaise dette, bonne dette. Puis là, on se fait dire, bonne dette, ça veut dire que, ouais, la bonne dette, c'est bon dans le fond. Fait que c'est pas toutes les dettes qui sont mauvaises. Puis moi-même, j'ai déjà fait des épisodes, bonne dette, mauvaise dette, dette pour investir, on va dire que, ouais, ça peut être bon. Dette pour consommation, c'est sûr que ça, c'est pas bon. Mais là où l'auteur ici revient, il n'aime pas trop le terme « bonne dette ». Okay? Puis là, il en liste quelques-unes qu'il n'aime pas. La dette d'entreprise.
Bon, quelqu'un pourrait dire je prends une dette d'entreprise, c'est toujours des bonnes dettes. Mais c'est pas vrai que c'est toujours des bonnes dettes, là, même si c'est pour investir. Tu sais, si dans quoi tu investis, c'est risqué, si on n'est pas certain, si on n'a pas un bon degré d'expertise, si on fait n'importe quoi, ben ça va faire n'importe quoi au final aussi. Là, tu sais. C'est pas parce que c'est une dette d'entreprise que ça va nécessairement être bon. Faut être quand même prudent dans toute utilisation de la dette. Il faut y aller avec prudence. Okay? Donc, dette d'entreprise, pas tout le temps une bonne dette. Ça peut être utile, mais il faut voir le risque en arrière de ça. Ensuite, l'autre exemple de bonne dette qu'il donne, c'est l'hypothèque. L'hypothèque, on encourage souvent à aller acheter trop cher, OK? C'est sa critique. Souvent, là, il y en a qui disent, là, hey, mais ta maison, c'est un investissement. Fait que c'est pas grave si tu achètes ta maison à 1 million, c'est un investissement. Mais là, attends un petit peu, là. Tu sais, peut-être que toi, une maison à 400 000, ça serait correct aussi, là, tu sais, puis que tu n'es pas obligé, même si tu as les moyens d'avoir un paiement pour ta maison à 1 million, peut-être que tu peux te limiter à une maison à 500 000 puis que ça répond à tes besoins, puis qu'à ce moment-là, tu vas être mieux financièrement dans 20 ans si tu ne vas pas nécessairement te mettre à la gorge avec ta maison. OK? Fait que l'hypothèque, on va toujours regarder, on ne va pas vouloir aller nécessairement. Oui, on va embarquer sur l'échelle. L'immobilier a plein d'avantages. C'est vrai que la valeur augmente. C'est vrai que moi, en tout cas, personnellement, ça a été un gros atout dans ma vie financière d'avoir acheté ma maison parce que mes condos ont augmenté en valeur. J'ai pu utiliser cette équité-là pour justement investir. Mais évidemment, ça peut aller dans l'autre sens. Hein? Comme toute dette, ça va amplifier son utilisation. Si on l'utilise bien, ça peut amplifier justement la bonne utilisation, mais si on l'utilise mal, même si c'est pour de l'investissement, ça peut amplifier aussi la mauvaise utilisation. L'hypothèque, là, ici, l'auteur dit qu'il faut faire attention, il y a des coûts cachés, les taxes, l'entretien, l'ameublement, souvent ça, on n'y pense pas lorsqu'on achète, mais il va y avoir vraiment tous ces coûts-là qui sont importants. L'autre dette ici qui est mentionnée, qui est souvent comme référée comme une bonne dette, ça va être le prêt étudiant. Par contre, faire attention à ça parce qu'il y a une explosion des coûts d'éducation. Là, on parle surtout aux États-Unis. Il y a un endettement massif des jeunes qui sortent de l'université. Puis ça peut être même impossible à effacer, même en faillite. Okay? Même une faillite ne va pas effacer ta dette étudiante là, aux États-Unis. Donc, la notion de bonne dette, il faut faire attention avec ça. C'est pas parce qu'on met une étiquette là-dessus, bonne dette, que c'est un buffet ouvert puis qu'on doit se servir là-dedans comme s'il n'y avait pas de lendemain. Absolument pas. Moi, je suis d'accord avec l'auteur ici. Bonne dette, il faut faire attention avec ce terme-là. Les étudiants, c'est le pire moment là, pour aller chercher de la dette parce qu'on commence dans la vie, on ne connaît pas bien la valeur de l'argent, puis c'est facile là, de dire « Wow, OK, j'ai des milliers de dollars, ben coudonc, je peux peut-être me faire un petit voyage par-ci par-là, puis dépenser ça. » Puis après ça, ben, on commence avec un boulet sur le marché du travail. Puis là, quand on se rend compte que, OK, il faut peut-être que je me fasse un budget, ben là, on a déjà comme, on part quelques milliers de dollars là, en retard à cause de ça. Hein? On doit rembourser tout ça avant même de commencer à mettre un sou de côté pour travailler sur son capital. Sur son capital qu'on peut appeler du FU Money. OK, l'auteur revient, là, on parle, là, je suis dans la dernière partie, là, dans le fond, le deuxième chapitre. Ça, on a fait les chapitres 1 et 2. Là. Il y avait le chapitre 1 sur la dette. Le chapitre 2, ici, il revient là, sur l'utilisation du terme FU Money. Ça, c'est ton capital de liberté. C'est ton capital pour dire non. C'est éventuellement avoir assez d'argent pour ne pas dépendre d'un emploi. Je vais passer rapidement là, ici, parce que j'en ai parlé au dernier épisode. L'auteur ici revient avec un exemple personnel, un moment où est-ce que, bon, c'était difficile l'emploi, puis lui, je pense qu'il était justement entre 2 emplois, travaillait pas, puis sa fille, qui était toute jeune à ce moment-là, regardait à la télévision, puis voyait comme les nouvelles, les gens perdaient leur emploi, puis là, sa fille lui a demandé est-ce qu'on est pauvre, parce qu'elle a vu son père qui ne travaille pas, parce que là, elle voyait tous ceux qui perdaient leur emploi à la télévision. Puis là, lui, il a répondu à sa fille non, on n'est pas pauvre parce qu'on a de l'argent qui travaille pour nous. Puis lui, assez tôt, il a voulu se créer son, justement, capital
sa base financière, son FU money. Donc, il revient un petit peu, il met l'emphase là-dessus à quel point c'est important d'accumuler son capital pour le futur, pour se libérer d'être pris dans un emploi qu'on ne veut pas faire, de pouvoir choisir nos projets, de pouvoir vivre selon nos valeurs. Donc, ce n'est pas nécessairement des biens matériels, c'est vraiment un capital qui peut remplacer notre revenu de salaire. L'importance du chemin simple vers la richesse, ici l'auteur dit que la réalité est difficile. La majorité des gens vont vivre de paye en paye et on est dépendant donc de notre salaire à ce moment-là. Ceux qui ont des dettes, c'est encore pire. OK? On est encore plus dépendant de notre salaire. Donc, avoir des dettes, à être kiff-kiff, mettons, puis là, ben, tu es dépendant, oui, mais au moins, tu n'as pas de dette. Puis ensuite, c'est l'étape suivante, ça va être d'accumuler ton capital. Donc, de travailler, mais que tu as aussi, si jamais tu arrêtes de travailler, tu as un capital qui peut venir remplacer ton revenu. Ou en tout cas, en partie, qui peut venir aider. Je termine donc, dans le fond, l'épisode 2, la série 2 de 9. Je vous rappelle, les prochains épisodes, on va parler un petit peu plus là, d'investissement pour le chemin simple vers la richesse. Je vais terminer l'épisode aujourd'hui en vous parlant du Club Privilège. Ça fait un petit bout que je ne vous en ai pas parlé. Le Club Privilège, je vous rappelle, c'est un courriel qui est envoyé, un courriel par mois. Si vous êtes abonné, vous recevez déjà ce courriel-là. Puis, avec ce courriel-là, vous avez la chance de gagner un beau prix par mois. Là, je vais sortir exactement. Qu'est-ce qu'on a? Oui, ce mois-ci, pour le mois d'avril, on fait tirer 3 fois 1 000 $, donc 3 000 $ en prix pour embellir votre extérieur. Donc, le prix, c'est chez Jardin de Ville, Maison Corbeil et Most. 3-4 cadeaux de 1 000 $ à faire tirer. La façon de participer, c'est d'être inscrit à mon club privilège. Ça, c'est simplement, vous allez sur mon site, vous remplissez le petit formulaire de l'infolettre ou vous remplissez sur frédériclacharité.com/club-privilège. Il y a un formulaire, vous pouvez vous inscrire de cette façon-là. Vous allez recevoir le courriel et pour participer, il faut répondre à la question dans le courriel. Donc, dans chaque courriel, une fois par mois, il y a une question, vous y répondez simplement. Des fois, ça peut être juste un mot, des fois, ça peut être quelque chose de rigolo. Puis, j'essaie de répondre à chaque réponse que je reçois du Club Privilège, j'essaie d'envoyer une réponse, OK? C'est souvent des questions qui ont rapport, évidemment, avec les hypothèques. Il y a des articles aussi dans le courriel que vous allez recevoir liés aux hypothèques. Donc, ça vous tient un petit peu au courant de l'actualité hypothécaire, puis ça vous fait poser des questions par rapport à votre hypothèque. Voilà. Donc, ça, c'est pour le Club Privilège, une façon de gagner des prix comme ça. Autre chose, ben, si vous aimeriez me parler, si vous aimeriez faire affaire avec moi pour votre hypothèque, OK, avec une transaction hypothécaire, soit on fait une préapprobation pour acheter votre première propriété, soit on fait un renouvellement ou un refinancement selon vos besoins. J'inclus dans une transaction hypothécaire, donc plusieurs services optionnels que vous pourriez vouloir utiliser avec moi. Ça inclut là-dedans peut-être du coaching pour rembourser certaines dettes. Ça inclut de l'accompagnement pour des stratégies fiscales avec votre hypothèque. Manœuvre Smith, mise à part de l'argent. Accompagnement pour petit cours de budget en couple, OK, avec YNAB, You Need a Budget. Je commence à offrir ce service-là parce que j'utilise l'application YNAB. J'adore la façon qu'elle fonctionne. Je fais mon budget de couple moi-même avec cette application-là. Et puis, c'est très, très solide là, comme façon de fonctionner. On parle d'un budget par enveloppe, on parle d'un budget à base zéro. Façon de fonctionner en couple, meilleure chose en passant, là, c'est d'être bien transparent et d'être bien aligné avec son partenaire pour le futur, pour les finances personnelles, de la famille. C'est toujours une bonne idée de savoir un petit peu, puis de combiner nos finances, puis d'avoir un objectif commun. Hein? Le but, c'est de rêver, c'est d'avoir des objectifs communs pour, sur le long terme, amener notre famille là où on veut aller.
peut-être vers la richesse, hein, peut-être prendre le chemin simple vers la richesse avec votre conjoint. C'est pas une mauvaise idée. Ensuite, lorsqu'on fait une hypothèque ensemble aussi, ça, c'est quelque chose que je vais commencer à envoyer à mes clients, un outil de remboursement anticipé. Donc, vraiment quelque chose qui va nous aider à visualiser comment faire pour rembourser notre hypothèque le plus rapidement possible. Okay? Moi, c'est toujours l'objectif. Là. Je veux qu'on arrive à zéro avec cette fameuse dette-là le plus tôt possible. Je vais commencer prochainement là, à envoyer justement un fichier Google Sheet avec toutes les informations de votre prêt hypothécaire, puis surtout une façon de visualiser si vous décidez de faire des remboursements anticipés, soit en somme dans le fonds forfaitaire pendant l'année ou en augmentation de paiement si votre prêteur vous le permet, à quel point là, que vous allez économiser de l'intérêt, à quel point vous allez payer votre hypothèque plus tôt en faisant ça. Donc, je vais me mettre à fournir là, cet outil-là pour chacun des clients qui prennent une hypothèque avec moi. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, l'épisode 147. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!